Bonjour chers amis du Cercle Rousseau, bienvenue sur la chaîne YouTube pour ce format un peu particulier. Pourquoi un peu particulier? Parce que, comme vous allez le remarquer, la conférence donnée par notre ami François Mélan ici présent. Bonjour François. Bonjour, Monsieur Desprats. Nicolas, bonjour. Notre ami François Mélan qui a eu le plaisir avec ce grand succès hein, le 17 novembre dernier de venir nous présenter la conférence. Hein. Donc vous voyez le titre là juste en haut à gauche du visage de François. Donc notre neutralité n'est ni négociable ni à vendre. Il était venu le présenter à Vevey. Ça a été un grand succès. De plusieurs dizaines de personnes étaient présentes. Les gens étaient ravis et on a l'habitude, comme vous le voyez sur la chaîne, de faire des captations vidéo et évidemment voilà, des conférences pour les remettre un peu après. Malheureusement, il se trouve que pour celle de François, on ne choisit pas, c'est comme ça, il y a eu des problèmes techniques qui font que cette conférence n'est malheureusement pas en état d'être diffusée. Des images existent et de sons existent et je vous assure qu'elle n'est, malgré tous les efforts du travail au niveau du montage de moi-même et de mes collaborateurs, je vous assure qu'elle n'est pas diffusable. François a eu la bonté et la générosité pour les gens qui n'ont pas pu assister à cette conférence, pour que le contenu existe quand même sur Internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. François a eu la bonté de prendre une heure de son temps pour venir, alors qu'il est en plein travaux administratifs, je le sais, et il a eu la bonté de venir nous refaire la présentation en mode visio, donc en mode Covid, j'ai envie de dire. Ça nous ramène 3 ou 4 ans en arrière. Et François, le Cercle Rousseau et les gens qui suivent la chaîne te remercient bien entendu. Et sans plus attendre, je vais te donner la parole pour nous refaire, et je l'espère en tout cas avec plaisir pour toi, nous refaire ta présentation, ta magnifique présentation de ta conférence. Donc je rappelle le titre, vous avez à l'écran Notre neutralité n'est ni négociable ni à vendre. François Mélan. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction très avantageuse. Et c'est toujours un honneur, un plaisir d'être avec le Cercle Rousseau. Donc, c'est un grand plaisir de refaire, donc de reparcourir cette présentation. Entre-temps, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écrit un petit billet. Bon, il n'est pas si petit en fait, mais j'ai écrit un billet pour le média alternatif, l'impertinent. L'impertinent, je ne sais pas si tu connais, donc il La existe depuis pertinente de 2020. notre ami Amel Debay, hein, qui est une journaliste. Exactement, exactement. Et puis le billet, alors donc il traite de la thématique de ce soir, et j'ai regardé encore pas plus tard qu'il y a une heure, j'ai regardé les commentaires. Et un commentaire, bon, alors c'était des commentaires positifs, mais un commentaire a retenu toute mon attention. En fait, le commentaire disait, alors il disait deux choses. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que je parle? Entre autres, je parle dans le contenu du SBU, donc ce sont les services de renseignement euh, ukrainiens, et puis pas du FSB. Et puis, il disait aussi la neutralité était utile à l'époque, mais plus maintenant. C'est quelque chose qui est désuet, et c'est quelque chose qui s'apparente plus à de la lâcheté qu'autre chose. Et ça m'intéressait parce que, bien sûr, je suis toujours ouvert à toute critique positive. Alors, le SBU, pourquoi est-ce que j'en parlais? C'est parce que, justement, il y a un projet du Conseil fédéral, plutôt de notre ministre de la Défense, qui est encore président de la Confédération pour quelques jours, Bilal Ahmed, de rejoindre le programme PESCO, un programme européen de défense et surtout qui traite de deux axes. Le premier, c'est la cyberguerre, et le deuxième axe, c'est la possibilité de laisser des troupes étrangères, plutôt des troupes qui font partie de ce programme, passer ou stationner sur notre territoire. Et ça concerne pas tous les membres de l'Union européenne, mais quelques-uns. Et ça concerne également l'Ukraine, parce que l'Ukraine s'associerait aussi à ce programme. Donc, je pense que plus que jamais, la neutralité est d'actualité, et on verra qu'on n'est pas les seuls, ou Sarko soit le penser, puisque une initiative vient de déposer cette année dans ce sens. Alors, si on prend le premier slide, donc la genèse de notre neutralité perpétuelle, donc rapidement rappeler que nous ne l'avons pas initialement cherché, cette neutralité, puisqu'elle nous a été conférée par les puissances. Donc, après la guerre des 7 ans, en 1815, elle nous a été conférée par les puissances européennes qui venaient de gagner, qui venaient de l'emporter sur la Grande Armée, sur Napoléon Bonaparte.
et qui ont estimé qu'au centre de l'Europe, c'était intéressant d'avoir un endroit où on pouvait se réunir en toute sécurité, où on pouvait parler, négocier, loin des différents territoires des belligérants, des futurs belligérants, et qui ont décidé que la Suisse serait neutre et qui ont garanti cette neutralité. Donc ça, c'était au printemps 1815, lors du, sauf erreur, c'était le congrès de Vienne. Ça a été entériné la même année, un peu plus tard, au traité de Paris. Le traité de Paris, donc c'était en novembre de la même année, en 1815. Et puis la première fois qu'elle s'inscrit dans la Constitution, la neutralité, c'est en 1848. C'est donc la Constitution qui est toujours actuelle. Alors déjà, et puis il ne faut pas oublier aussi, un peu plus tard, c'est la Convention de la Haye, en 1907, enfin. Donc la Convention de la Haye traite du cahier des charges, explique le cahier des charges d'un pays neutre, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Alors, principalement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire un pays neutre? Parce qu'il n'y a pas que la Suisse, hein, il y a l'Irlande, il y a l'Autriche, il y a la Suède, et il y en a d'autres. Un pays neutre ne peut pas participer à un conflit à l'extérieur, donc un conflit qui ne le concerne pas lui-même, donc ça veut dire s'il n'a pas été attaqué directement, et il ne peut pas non plus envoyer des troupes dans un conflit extérieur. Ça, on peut dire que c'est la base. Et dans la Constitution, c'était inscrit en tant que tel. Alors, comme je l'ai dit, elle nous était conférée, elle nous était garantie par les puissances européennes de l'époque, mais elle nous a rendu service parce qu'un pays qui est doté de telles différences culturelles que nous, pas plus tard encore que oui, avec l'allemand, le romanche, l'italien et le français, donc 4 langues nationales, 2 religions, on peut dire, officiellement, bien qu'il y a aussi il y a la religion musulmane qui est assez importante aussi en Suisse, puisqu'on a, après l'Allemagne, on a la deuxième diaspora kosovare en Suisse. Mais un pays avec autant de différences, surtout fédéraliste, très décentralisé. Chaque canton a ses traditions culinaires, sa propre histoire, son indépendance ou sa libération, avec son propre drapeau et sa propre fête nationale. Par exemple, dans le canton de Vaud, c'est le 24 janvier. Le 24 janvier, on se réunit à la cathédrale de Lausanne et puis on est content de manger le pâté vaudois. Et on est extrêmement vaudois, extrêmement chauvin. Par contre, dès qu'il se passe quelque chose d'important du côté sur le plan international, une compétition sportive, alors là, on est tous suisses et on se réunit le 1er août pour fêter la fête nationale suisse. Pour la petite histoire, la Suisse est la deuxième démocratie du monde, après, en fait, la plus ancienne, la deuxième plus ancienne après l'Islande, puisque nous, c'est 1291 et l'Islande, c'est entre 600 et 700 ans après Jésus-Christ. Sur la troisième, donc sur la slide suivante, alors bien sûr, c'est ce que j'ai encore lu aujourd'hui, est-ce que c'est pas de la lâcheté? Donc, en fait, c'est un art de surfer. Alors, surfer sur la crête, c'est l'expression de l'ancien président de la Confédération socialiste, Micheline Camilleray, qui disait la neutralité, c'est constamment surfer sur la crête. Ça veut dire, c'est dire à l'un, vous n'avez pas tort, et à l'autre, vous avez raison. Ne jamais prendre position, c'est pas tout à fait vrai. La neutralité synonyme de la langue de bois, alors c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est surtout la diplomatie. En fait, la neutralité, c'est l'incarnation de la diplomatie par excellence. Ça veut dire surtout garder toujours le contact, même en cas de conflit, ne jamais rompre le contact, ne jamais rompre les ponts, la politique des petits pas. Alors tout ça, ça fait partie de la neutralité aussi. La neutralité profite-t-elle à l'oppresseur? Encore une fois, c'est une manière de voir. Et puis voilà, alors qui veut d'un ami qui ne prend pas sa part de souffrance? Alors, est-ce qu'un ami qui serait automatiquement partisan et puis qui serait yeux fermés à notre côté, sans avoir une distance, sans avoir une certaine critique, sans avoir une capacité de remise en question, oui, de possibilité de remise en question, est-ce que c'est vraiment l'ami qu'on voudrait? Donc non, ce n'est pas de la lâcheté. Alors, ce n'est pas la lâcheté. La neutralité, en vérité, c'est la situation, c'est la posture la plus courageuse. Ça demande extrêmement de courage, beaucoup de courage, parce que souvent, on est seul.
on est seul parce qu'on peut pas, malheureusement, on ne peut pas contenter les 2 ou les 3 ou les 4 belligérants comme chacun voudrait être contenté. Alors, on a vu dans la Constitution, il y a la neutralité, et puis après, donc la neutralité, elle a été inscrite très basiquement dans la Constitution de 1848, et c'est celle qu'on utilise toujours. Par contre, après ça, c'est un outil, la neutralité, c'est un outil de défense nationale, c'est un outil de diplomatie, c'est un outil à disposition des affaires étrangères. Mais après, il faut, justement, cet outil, il y a comment on va l'utiliser. Et ça, c'est la politique de neutralité. Et c'est là où il y a une confusion dans le public, c'est que, par exemple, prendre des sanctions contre la Fédération de Russie n'enfreint en rien la politique, n'enfreint en rien la neutralité telle qu'elle est dans la Constitution, puisqu'on parle de neutralité perpétuelle et armée, on parle surtout sur le plan militaire, mais on ne parle pas sur le plan ni politique, ni sur le plan économique. Donc, on peut prendre des sanctions économiques contre un belligérant tout en étant neutre. C'est là où il y a, à mon avis, confusion. Par contre, il y a la manière de le faire. Il y a la manière de le faire. Et là, on peut remonter à 2022, suite au déclenchement d'opérations spéciales ou de l'agression, bien de la guerre, comment on voudra le nommer, comment on voudra l'appeler, la Fédération de Russie sur le Donbass, quand la Commission européenne décide un paquet de sanctions, la Suisse hésite, notre Conseil fédéral hésite 5 jours, et ensuite ils disent, voilà, on reprend tel quel le paquet de sanctions. Alors, il est en droit d'appliquer sa politique de neutralité ainsi, sans du tout enfreindre la neutralité qui est inscrite dans la Constitution. Par contre, la manière dont il l'a fait, c'est là où ça a grincé, parce qu'on se dit, mais en fait, c'est comme si notre Conseil fédéral s'était affilié, ou comment est-ce qu'on peut dire ça? Plutôt, c'était aligné, sans avoir sa propre appréciation de la situation. Il s'était directement aligné à la Commission européenne. Il aurait dû dire, alors c'est un exemple, alors je ne suis pas diplomate, mais il aurait pu dire, voilà, nous, on est neutre et on va prendre des mesures, mais propres à la Suisse. C'est notre décision, on va prendre des mesures pour ne pas servir le contournement des sanctions prises par les autres, pour ne pas être un profiteur de guerre. On va voir quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour ne pas servir au contournement des sanctions et ne pas être un profiteur de guerre. Donc ça, c'est la politique de neutralité. C'est tantôt un peu à gauche, tantôt on satisfait un peu à droite. Et l'exemple il y a eu beaucoup de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, mais l'exemple la Seconde Guerre mondiale nous livre beaucoup d'exemples de la politique de neutralité, c'est-à-dire que, par exemple, la Suisse, au cours de la Seconde Guerre mondiale, blanchit 75% de l'or nazi. Donc, l'or qui était dérobé par les nazis, on ne parle pas de l'or juif, on parle de l'or qui était dérobé dans les banques centrales que les pays, en fait, les banques centrales des pays que les nazis ont occupés. On l'a fait. Par contre, des dictatures comme la dictature de Franco, la dictature de Salazar au Portugal, elles étaient contentes, elles étaient satisfaites de nous acheter de l'or, tout en sachant que c'était l'or des nazis et que les nazis l'avaient volé. En fait, on a agi de cette manière, on a laissé aussi les forces de l'Axe passer sur notre territoire avec leurs convois ferroviaires, à condition que ces convois ne transportaient pas d'armes, ni de troupes. Maintenant, je ne peux pas vous dire les contrôles qui ont été effectués, si ça a été respecté ou pas. On a aussi, par exemple, au niveau, parce que c'est là où les mesures économiques sont les plus puissantes, c'est toujours au niveau de l'économie privée. Par exemple, la compagnie Swissair avait limogé tout son personnel juif pour pouvoir poursuivre ses vols sur l'Allemagne. Des sociétés comme Braun Boveri ou bien comme Maggi, qui avaient des entreprises en Allemagne, elles employaient des travailleurs, en fait, des prisonniers de guerre, on peut dire des esclaves, en fait. Est-ce qu'elles en ont profité? Et puis, Nestlé a élaboré toute une doctrine prouvant que, en fait, sa non-judaïcité, excusez-moi, sa non-judaïcité.
en fait, il y a une collaboration vis-à-vis de l'Allemagne nazie, mais en même temps, on a permis aussi à Berne que s'installent tous les réseaux de services de renseignement anglo-saxons, notamment les ancêtres de la CIA et puis également le SAS et les Britanniques. On a accueilli beaucoup de réfugiés, beaucoup plus que ce qu'on a refoulé. Et au cours de la guerre, au cours de l'évolution de la guerre, et puis des puissances des belligérants, par exemple, les pilotes alliés savaient que s'ils ils étaient touchés, ils avaient intérêt à s'approcher, à se rapprocher le plus possible de la Suisse avant de s'éjecter, parce que ce qui serait bien reçu, serait bien traité. Et puis, on a doublé cette politique de neutralité avec les bons offices, avec oui, avec les bons offices et avec la Croix-Rouge aussi, qui a toujours, donc le CICR, qui a eu un rôle assez important et qui suivait assez les directives du Conseil fédéral. L'idée, c'était de ne pas rentrer en guerre, ni au cours de la Première Guerre mondiale, ni au cours de la Seconde. Et on peut dire que les autorités dans le passé, elles ont bien réussi leur mission, bien que, encore une fois, donc on le voit, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas gentil, c'est pas méchant, c'est gris, ce qu'on a dû faire avec. On a dû faire avec. Après la Deuxième Guerre mondiale, des gens nous ont traités de profiteurs de guerre. Euh, et là aussi, pas forcément parce qu'on a rendu service à tout le monde, et aussi parce que si la Suisse avait été envahie, les Alliés auraient dû aussi la libérer. Donc le conflit, la Seconde Guerre mondiale, aurait duré beaucoup plus longtemps. Ça, c'est la politique de neutralité. On essaie de faire au mieux avec ce qu'on a, avec les possibilités qu'on a. Et il faut dire qu'en tout cas, jusqu'à 2022, la Suisse a assez bien, elle a assez bien fait. On a eu des chefs d'État, on a eu quand même des conseils fédéraux à la hauteur, avec des bons outils, avec un très bon service de diplomatie, vraisemblablement, un très bon service de renseignement. Et on a réussi à faire en sorte de ne rentrer dans aucun conflit. Donc, plutôt chapeau à la Suisse, même si je l'ai énuméré, ça n'a pas été toujours très élogieux. Ensuite, on rappelle, alors j'ai trouvé utile quelques rappels de notre politique bien vaudoise Suzette Sonzo, je m'excuse, Suzette Sondo. Quand elle dit donc, alors les sanctions économiques ne font pas partie de la définition de notre neutralité, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la politique de neutralité. C'est un peu comme si vous avez une nouvelle loi et puis après il y a l'ordonnance d'application. Donc il y a le texte de la loi, mais donc après il y a comment est-ce qu'on va l'appliquer et ça c'est fixé par une ordonnance. Et puis bon, elle le dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la neutralité est la position la plus difficile à tenir. En fait, c'est une position qui est extrêmement courageuse. Ensuite, on regarde à la suite, par exemple, quelques conflits. On se rappelle encore de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, qui était un pays non aligné. Vous vous rappelez, c'était non aligné ni au pacte de Varsovie, ni à l'OTAN. Le Donbass avec l'Ukraine, le Liban et Chypre. Alors, la situation chypriote n'est toujours pas réglée, hein, et le Liban encore moins. À ne pas douter, à n'en pas douter, ces 4 lieux nous envient notre neutralité et à n'en pas douter, ces 4 endroits, s'ils avaient bénéficié, alors comment est-ce qu'on peut dire, donc 4 États ou 4 régions, s'ils avaient bénéficié de notre neutralité perpétuelle ou permanente, et attention à l'adjectif, il ne faut surtout jamais l'oublier, armée, n'auraient pas vécu ce qu'elles ont vécu. Parce que ça sous-entend aussi la neutralité pour ne pas être des profiteurs de la défense de nos voisins. Il faut aussi avoir les moyens de sa neutralité et ça sous-entend qu'elle doit être armée. Donc, il y a aussi un lien avec l'obligation de service militaire en Suisse, puisqu'on a une armée défensive. Et puis, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, normalement, tous les citoyens suisses font à un moment donné leur service militaire ou leur service civil. Donc, l'ex-Yougoslavie, le Donbass, le Liban et Chypre, ils auraient rêvé de bénéficier de notre neutralité.
Là, c'est un exemple, je le reprends juste puisque c'est un exemple qu'on a présenté lors de notre réunion à Vevey. En fait, quand Tsahal, depuis Tel Aviv, va bombarder la banlieue sud du Liban, c'est 215 kilomètres. Et puis, nous, on est à Vevey, ben, vous vous rappelez, on est à Vevey à l'hôtel Astra, et puis on avait fait le calcul que les Français, si on avait un litige de frontière comme Tsahal a, plutôt Israël, un litige euh, pas vraiment de frontière, mais un litige avec le Hezbollah du côté de la frontière libanaise. Si les Français avaient un litige avec nous et qu'ils ils faisaient décoller leur bombardier depuis la base la plus proche de la Suisse, qui est celle de Dijon, jusqu'à Vevey, c'était 167 kilomètres. Et ils venaient comme ça bombarder un hôtel, donc l'hôtel Astra Vevey, juste pour supprimer un pseudo-membre d'un groupe terroriste ou bien d'un opposant politique. Et ce qui est illustré là, c'est l'agression qui part d'un État souverain dans un autre État souverain sans déclaration de guerre. Et on va le voir par la suite, c'est important. Cette notion est très importante. Enfin, cette notion n'est pas comprise dans la définition de la neutralité suisse actuellement. Vous avez vu, Israël est en guerre contre plusieurs pays, ben, est en guerre contre Gaza, alors ce n'est pas un pays, mais en guerre sur le sol libanais, en Syrie, en Iran, et sans aucune déclaration de guerre. Donc on peut dire, à l'état actuel, on peut dire qu'en termes juridiques, il n'y a pas de belligérant. Il n'y a pas de belligérant. Et c'est là où on va venir par la suite à la notion de neutralité, où on pourrait peut-être, on devrait peut-être l'adapter. Ensuite, donc Viola Amerd, qui est notre présidente encore quelques jours, je crois que son mandat se finit cette semaine, il me semble. Après, si je ne me trompe pas, ça sera notre prochaine présidente de la Confédération, c'est la ministre du département fédéral des finances, je crois que c'est Madame Keller-Souter, il me semble, si elle est confirmée par le Parlement, mais normalement ça devrait se faire. Et puis Viola Amerd, en plus d'être notre présidente de la Confédération suisse, ben, elle est accessoirement notre ministre de la Défense. Alors, elle a pris certaines initiatives ces dernières années où elle nous rapproche de plus en plus de l'OTAN. Elle nous rapproche aussi de plus en plus, ben, elle veut adhérer justement à PESCO. PESCO, c'est ce programme européen avec un peu plus d'une dizaine de pays membres de l'Union européenne auquel on ajoute l'Ukraine pour travailler ensemble, s'exercer ensemble, et notamment en Suisse, puisqu'en Suisse, on a avancé sur le domaine de la cyberguerre, et puis également la possibilité, selon les cas, de laisser des troupes stationnées, donc des troupes étrangères stationnées et traverser notre pays. Ça fait partie du PESCO. PESCO, c'est un peu l'embryon d'une future défense européenne, si on peut encore y croire. Et elle a pris quelques aises, en fait, quelques libertés. Alors, alors attention, parce qu'elle est toujours appuyée par la collégialité, elle est toujours appuyée par le Conseil fédéral, toujours. Par contre, elle y va, elle y va. Et puis, c'est là où ça commence un peu à inquiéter, parce que quand on parle ben, vous savez que depuis l'automne dernier, ben, non, depuis cet automne, en fait, vous savez qu'il y a un bureau de l'OTAN à Genève. Donc, il y en avait un autre qui était, en fait, il y en a un autre qui est à Vienne, sauf erreur. Le siège de l'OTAN est à Bruxelles. Ils ont déménagé, ils ont simplement changé ils ont changé de route. Non, ils ont changé de route, excusez-moi. Moi, j'étais justement invité au siège de l'OTAN pas plus tard que février 2019. Maintenant, maintenant, il a grandi, il a déménagé. Et il a deux bureaux. Il a un bureau à Vienne, sauf erreur, et il vient d'ouvrir un bureau à Genève, qui peut se justifier, parce que Genève, c'est la Genève internationale, ça peut tout à fait se justifier. Par contre, où ça commence à grincer, c'est que vous savez que j'étais dans les forces aériennes et que régulièrement, je ne peux pas vous dire exactement, c'est une fois tous les 3 ans, une fois tous les 4 ans, on avait un amiral américain avec sa délégation qui venait inspecter les FA-18 à Payerne, voir si on avait apporté des modifications ou bien si on les avait tout simplement, alors si on les traitait bien, entre guillemets, des FA-18, donc les Hornets, des chasseurs bombardiers, qu'on avait pourtant payés. Euh, et ce qu'on appelle le Pentagone, ça veut dire le DDPS à Berne, qui a une forme de Pentagone d'ailleurs. Il y a des chefs de service, ce sont eux qui dirigent, donc les chefs de service du département. Et puis,
il n'y a rien à cacher, en fait, ce n'est pas secret. Ça date depuis 30 ans, depuis 40 ans. En fait, je pense que ça a toujours été comme ça. Il y a quand même, euh, il y a quand même un état d'esprit qui est encouragé, qui est cultivé, pro-américain, pro-OTAN. Et d'ailleurs, il y a souvent un lobbyiste de l'OTAN, ou plutôt américain, qui est là-bas, qui est au sein du DDPS, même si ça se, même si ça se dévoile pas, même si ça se dit pas, on le sait, il y a quand même une influence très forte. Alors, est-ce que l'OTAN est toujours, est-ce que l'OTAN est toujours une alliance défensive? Est-ce qu'on a intérêt à laisser les gens du SBU? Donc, le SBU, c'est les services de renseignement ukrainiens. Ce sont eux, entre autres, qui ont exécuté, qui ont supprimé les négociateurs des accords de paix, donc des tentatives de cessez-le-feu plutôt, en mars 2022. Ce sont eux qui encouragent Mirovorets, c'est ce site euh, ukrainien sur lequel tous les, entre guillemets, alors comment est-ce qu'on peut dire, ennemis de l'Ukraine sont mentionnés. Donc, on y trouve Ségolène Royal, on y trouve en fait tous ceux qui ont osé remettre en doute le, le bien fondé de, alors pas de l'Ukraine, mais du régime de Kiev, figurent sur ce site qui encourage, qui fait l'apologie de la violence, de la haine et puis de la, alors du meurtre. C'est aussi ça. Donc, si on peut imaginer que si on agit, donc si on rentre activement dans PESCO, sur l'initiative de Mme Viola Amerd, et puis qu'on reçoit les gens du SBU chez nous en train de s'entraîner à la cyberguerre, que ça peut poser à terme un problème, notamment sur la confidentialité, sur notre neutralité. Peut-être rajouter juste encore, c'est qu'elle a, parce qu'elle a vraiment pris ses aises, en fait. C'est comme si elle avait vraiment fixé, elle s'était fixé l'objectif de piétiner notre neutralité et vraiment qu'on devienne un jour le 33e membre de l'OTAN. Alors, c'est ce que je disais donc sur le slide suivant. Donc, on parle de l'OTAN, c'est une alliance défensive. Pas forcément, puisque l'OTAN a quand même fomenté, a quand même participé à des révolutions de couleur, a participé à des coups d'État, a participé à une série de conflits sans résolution de l'ONU. Donc, on se rappelle encore du bombardement de Belgrade, on se rappelle de la guerre en Irak, on se rappelle de la Libye. Il y a eu pas seulement de conflits où l'OTAN n'avait aucune résolution de l'ONU. Et puis, l'OTAN servait plutôt des intérêts particuliers. Donc, les intérêts particuliers, qu'est-ce que c'est? C'est les intérêts de l'État profond aux États-Unis, entre autres, c'est-à-dire le pétrole, les finances et l'armement. Bien sûr, le lobby de l'armement. Ce qui est inquiétant aussi par rapport à ça, c'est que l'OTAN affiche la couleur. Donc, l'OTAN n'avance plus masqué. Lors du sommet de Madrid le 29 juin 2022, dans la déclaration qui est publique, donc il n'y a rien, encore une fois, tout ça est basé sur des sources ouvertes, donc il n'y a rien qui est inventé. L'OTAN, pour la première fois en 2022, dit bien dans sa déclaration, point 6, que la Chine, donc la République populaire de Chine, est son adversaire numéro un, son ennemi numéro un, qui porte atteinte à nos intérêts, donc c'est l'OTAN qui parle, hein, qui porte atteinte à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. Donc on se pose la question quelles valeurs, et qui cherche à fragiliser l'ordre international. C'est très intéressant ça. L'ordre international fondé sur les règles, mais il ne précise pas lesquelles. En fait, c'est leur règle. Donc l'OTAN le précise officiellement maintenant, c'est l'ennemi numéro un de l'OTAN. Donc les 32 membres, les 32 pays membres de l'OTAN, ça représente une population d'1 milliard. Et ça fait partie justement des missions de l'OTAN, c'est de protéger, alors officiellement, hein, c'est de protéger ce milliard de population. Et là, on peut anticiper, on peut appréhender qu'après le sommet de Madrid en 2022, l'OTAN va de plus en plus se déplacer en direction de la mer de Chine, donc va sûrement s'agrandir, plutôt s'élargir. Après s'être élargi 5 fois en direction de la Fédération de Russie, pour encercler la Fédération de Russie, ça il faut le répéter, ben maintenant l'OTAN va sûrement s'élargir aussi sur le sud-est asiatique. Et puis, toujours sur ce slide, il y a une photo que j'ai trouvée au mois de septembre 2023, quand je suis allé à Copenhague et j'ai rendu visite au service de renseignement extérieur
danois qui dépendent du département de la Défense. Ce sont des militaires. On voit que l'OTAN entraînait les Ukrainiens à faire la guerre à la Fédération de Russie déjà depuis l'année 95. Donc, l'OTAN a toujours été belliciste. Elle a toujours été belliciste. Et si le conflit en Ukraine, on le voit débuter en février 2022 ou avec Maïdan en 2014, en fait, c'est faux. Tout avait déjà été préparé et planifié bien plus tôt que 2014, puisqu'en 95 déjà, l'OTAN entraînait, était sur sol ukrainien et entraînait déjà l'armée ukrainienne, plutôt les forces de défense, plutôt les forces armées ukrainiennes, puisqu'il y en a plusieurs, à faire la guerre contre la Fédération de Russie. Alors, sur le slide suivant, la question, c'est est-ce que la Suisse va être la future maîtresse de l'OTAN? Ça veut dire, comme elle a été avec les accords bilatéraux qui nous ont d'ailleurs bien été utiles avec l'Union européenne, pas vraiment devenir le 33e membre. Peut-être qu'il y aura d'autres membres avant, il y aura la Corée du Sud, il y aura peut-être les Philippines, il y aura d'autres membres avant, mais d'être de plus en plus, en fait, comment est-ce qu'on peut dire ça, amante ou maîtresse de l'OTAN. Ce qui nous pose problème. Vous savez, qu'on collabore avec PESCO, avec le programme européen, donc PESCO, ou que, comme certains officiers généraux de l'armée suisse qui sont vraiment pro-américains, et ça, c'est un secret pour personne, et c'est eux qui dirigent, ce sont les chefs de service qui dirigent, hein, toujours. C'est pas le Conseil fédéral, ce sont les chefs de service. C'est eux qui savent présenter les dossiers, puis c'est eux qui tirent les ficelles. Et puis qu'il y ait un pro-américanisme, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse la même chose avec la Fédération de Russie. Il faudrait qu'on ait aussi des programmes communs. Il faudrait aussi qu'on s'entraîne avec la Fédération de Russie. Pourquoi pas que la Chine aussi, si on veut rester sur cette ligne, cet état d'esprit de neutralité. Donc, sur ce slide où on se pose la question si la Suisse sera la future maîtresse de l'OTAN, on voit qu'il y a des officiers généraux qui veulent qu'on puisse s'entraîner avec l'OTAN. Il y a le socialiste Pierre-Alain Fridet qui faisait partie de la commission, une commission très technique, une commission de sécurité, qui, on pense que c'est un alibi, puisque la conseillère fédérale a mis au travail une commission avec quelques conseillers nationaux de différents partis, mais surtout avec des chefs de service et puis surtout des techniciens qui étaient déjà, en fait, qui avaient déjà les conclusions de la commission avant même que les travaux débutent. Et ces conclusions ces conclusions devaient appuyer les idées de manœuvre de Viola Amerd. Et c'est ce que dénonce le socialiste Pierre-Alain Fridet, qui a fait partie de la commission, mais pas jusqu'au bout, qui a démissionné quelques semaines avant de rendre le rapport, parce qu'il a trouvé que c'était un scandale, que c'était une commission qui était, en fait, si vous voulez bien, l'idée était pipi dès le départ. Tout avait été conçu dans la commission pour appuyer les idées de manœuvre et les intentions de Viola Amerd. Vous vous rappelez que depuis la pandémie 2020, notre Conseil fédéral a pris un mauvais pied, certaines mauvaises habitudes de fonctionner et de diriger un peu seul sur la base de décrets, sans toujours consulter le Parlement. Hein. Et il semblerait qu'ils aient gardé cette mauvaise habitude, entre guillemets. Là, juste un retour sur la neutralité. Donc, la Romandie a joué un rôle primordial dans l'histoire de la neutralité, puisque on imagine que si la Suisse avait été assez homogène sur le plan linguistique et sur le plan culturel avec uniquement l'allemand ou le suisse-allemand, après l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche nazie par l'Allemagne nazie en 1938, peut-être que la Suisse aurait imaginé que sa place était aux côtés de l'Allemagne nazie, puisque Hitler le pensait. D'ailleurs, Hitler le voyait ainsi. Il disait, mais la Suisse, sa place, elle fait partie du Troisième Reich comme l'Autriche. Donc, la Romandie a joué un rôle très important. Et puis, pourquoi je veux le souligner? Parce qu'on va le voir tout de suite avec la suite, avec une initiative qui a été déposée, où la Romandie continue à jouer un rôle très important. Et puis, la Romandie aurait quand même été minorisée par rapport à la Suisse alémanique. Et c'est là aussi, il faut souligner
le poids utile de la Suisse italienne qui pèse, je ne sais plus, le Tessin, 2 ou 3% de la population, mais qui a aidé, qui a été utile puisqu'elle s'est ralliée à la Suisse romande et ça fait un contrepoids à certaines idées ou certaines ambitions qu'on aurait pu déceler du côté suisse-alémanique, surtout quand il y a eu justement l'Anschluss, en fait, l'annexion de nos voisines, l'Autriche, qui est aussi un pays neutre, en 1938. L'obligation de servir, alors on parle de l'obligation de servir parce que si on suit Viola Amerd et ses successeurs, et qu'on se rapproche de plus en plus de l'OTAN, et qu'on laisse des troupes européennes venir s'entraîner chez nous à la cyberguerre, et qu'on est quasiment, je m'excuse du terme, mais qu'on est quasiment maqué avec l'OTAN, on peut dire qu'on peut craindre pour notre armée défensive, en fait, pour les prochaines missions, donc les futures missions de l'armée défensive, dans lesquelles on trouve justement aussi les engagements subsidiaires de sécurité, mais aussi l'aide aux populations civiles, parce que cette armée défensive, qui est liée à la neutralité, qui est étroitement liée à la neutralité et à notre ADN, justifie l'obligation de servir. Parce qu'on a une armée défensive. Si on commence à participer à des opérations extérieures, vous imaginez, comme l'a dit encore récemment Macron, envoyer des Français sur le front ukrainien. Si on sait que nos jeunes Suisses peuvent se retrouver à un moment donné sur un front extérieur, à ce moment-là, le pacte de confiance qui est tacite, qui est écrit à nulle part, mais la confiance qu'il y a toujours eu entre la population suisse et ses autorités, qui est unique, parce que vous ne trouvez pas ça en France. En France, il y a un État jacobin qui est très moraliste, vous ne voyez pas ça. En Espagne non plus. En Espagne, c'est encore pire. J'y étais il n'y a pas longtemps. La population ne fait pas confiance ni à son gouvernement, ni à aucun parti politique. L'Italie, c'est la même chose. Vous savez, j'étais à Palerme il y a aussi pas longtemps. Là-bas, il ne faut pas parler des politiques. La population ne fait pas confiance dans les politiques. En Suisse, on a vraiment une situation qui est merveilleuse, on peut dire, et on l'a vu encore lors de la pandémie. On l'a vu encore lors de la pandémie, où on n'a pas parlé de confinement, on a parlé de confinement sur une base volontaire, où on n'a pas vu l'opposition qui insulte le gouvernement en place. On a vu 7 conseillers fédéraux, 7 ministres de différentes orientations, en fait, pas des orientations, mais de différentes sensibilités politiques qui, main dans la main, faisaient bloc avec la population. Il y a un pacte, il y a une confiance qu'on fait. Que l'autorité nous fait, donc on le voit alors sur le plan fiscal aussi, et on le voit sur tous les domaines de la vie sociale. En Suisse, il y a une confiance, une étroite confiance entre les autorités et la population. Parce que la population sait que nos autorités sont des gens responsables, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Vous le voyez encore lors du livret lors du livret qui est distribué à la population 4 fois par année lors des votations populaires, où, en général, le Conseil fédéral mentionne on peut dire, ses consignes de vote ou son avis, et souvent, une bonne partie de la population suit l'avis du Conseil fédéral parce qu'on fait confiance à ce Conseil fédéral. Maintenant, si le Conseil fédéral, on peut dire en sous-main ou à petits pas ou par derrière, je m'excuse du terme, nous engage de plus en plus à des opérations, donc à des aventures, entre guillemets, militaires, avec des gens qui sont bellicistes, à ce moment-là, cette obligation de servir, elle tombe. Elle n'a plus lieu d'être. À ce moment-là, il faudrait passer sur une armée professionnelle et que ce soit vraiment des volontaires payés qui suivent les aspirations du Conseil fédéral et qui aillent faire la guerre à gauche, à droite, parce que c'est totalement en contradiction avec notre ADN. Alors, c'est là où on arrive, on peut dire, au point fort de la présentation, c'est donner écho à l'initiative qui s'appelle l'Initiative sur la neutralité. Elle a été nommée ainsi par la chancellerie, mais cette initiative s'appelle en réalité Sauvegarder la neutralité suisse. Elle a été déposée au mois d'avril passé, avec 129 806 signatures valables. Elle a été déposée avec un peu plus de signatures, alors quasiment 140 000, mais c'est celles qui ont été valables
celles qui sont valables et qui ont été protocolées par le chancelier en tant que tel. Donc, c'est 129 806. Donc, l'initiative n'est pas acceptée. Donc, elle est en traitement. En fait, elle est recevable plutôt. Et puis, l'initiative propose l'inscription dans la Constitution d'un nouvel article, c'est le 54.A, lettre A plutôt. Lettre A. Cette initiative propose de se mêler justement de ce qu'on a dit tout à l'heure, la politique, pas seulement de bétonner dans le marbre de la Constitution, comme il est déjà bétonné, le principe de la neutralité perpétuelle et armée de la Suisse, mais également de se mêler de la politique de neutralité. Ça veut dire que, en grande ligne, parce que le texte n'est pas non plus très très grand, c'est tout simplement que la Suisse ne peut pas coopérer avec une alliance militaire, euh, militaire ou défensive, tant que la Suisse n'est pas attaquée directement. La Suisse ne peut pas prendre de sanctions. Donc on touche le domaine économique. Si ces sanctions n'ont pas été édictées par le Conseil des Nations Unies, donc par l'ONU, il y a 193 ou 195 États, ça représente quand même un peu plus le monde, puisque ça représente également, donc ça représente le monde global, c'est un peu plus que l'Union européenne. En fait, ce sont les deux points principaux. Et cette initiative, qui est quand même teintée un peu du décès, puisqu'il y a certains points lourds qui font partie du comité d'initiative, ou en tout cas qui appuient lourdement le comité d'initiative, c'est Christophe Blorer, mais il y a aussi Guy Mettan, mais c'est un comité d'initiative qui se veut apolitique. Cette initiative, le Conseil fédéral a décidé cet été, donc le Conseil fédéral a passé son message au Parlement et a décidé de rejeter l'initiative, en fait. C'est le message qu'il a passé au Parlement, sans lui opposer un contre-projet. Alors là, c'est un détail qui est important. Donc là, on voit l'initiative. C'est un détail qui est important parce que vous savez, quand il y a une votation populaire, le peuple a plusieurs possibilités. Soit il ne vote pas, soit il vote oui, soit il vote non pour ce qu'on lui soumet. Et souvent, quand l'idée des initiants est intéressante ou elle était nécessaire, en fait, la réflexion est utile, mais en tant que telle, l'initiative serait difficile à appliquer. Le Conseil fédéral établit un contre-projet. En général, c'est une version qui est un peu plus détaillée ou qui est peut-être plus efficace que l'initiative en elle-même. Et puis, on sait aussi, on l'a vu avec l'initiative Miner en 2013, on sait que le Conseil fédéral n'aime pas que les initiatives passent comme ça d'un premier jet et propose un contre-projet pour avoir quand même le dernier mot en disant, ben voilà, les initiants ne vont pas faire le travail à notre place, ils ne sont pas au courant de tout, ils n'ont pas accès à tous les dossiers et ils ne savent pas tous les traités que la Suisse elle a ratifiés. Donc, on ne peut pas faire passer toutes les idées comme ça, on ne peut pas les inscrire dans le marbre de la Constitution sans modifier certaines choses. Et là, le Conseil fédéral, son message est très fort. C'est qu'en rejetant l'initiative, en proposant au Parlement de rejeter l'initiative sans lui opposer un contre-projet, le Conseil fédéral tue le débat. Et c'est dommage, parce que la neutralité suisse, et on en parle maintenant beaucoup avec tout ce qui se passe, puisqu'on est dans un monde de nouveau extrêmement belliciste, et ça ne se passe pas loin, ça se passe à 2000 km d'ici et de l'autre côté des Méditerranées, une neutralité, une notion de la neutralité qui a maintenant plus de 2 siècles, avec tout ce qui se passe, je pense, je suis convaincu, et puis vous aussi, probablement, qu'il est temps d'encourager de nouveau le débat. Alors, pas pour l'assouplir, la neutralité, mais surtout pour parler aussi de la politique de neutralité, puisque ça n'a jamais été fait sur le plan de la Constitution. Et puis aussi parce que, comme je vous ai dit, comme j'ai montré l'exemple avec Israël tout à l'heure, le traité de la Haye de 1907 parle d'États belligérants. Mais par exemple, il ne parle pas quand il n'y a pas de déclaration de guerre, ou quand, par exemple, l'Arabie saoudite va
va bombarder des populations civiles au Yémen, il n'y a pas de déclaration de guerre, on peut continuer à travailler, on peut continuer à fournir des armes à l'Arabie saoudite. On peut continuer à travailler avec Israël, puisque d'ailleurs donc l'armée suisse leur achète les drones à Israël. On peut continuer avec Israël, on peut continuer puisqu'Israël n'est pas en guerre officiellement contre un État belligérant. Et ça serait aussi, ça serait quelque chose qu'on pourrait revoir aussi, de dire pas forcément que ça soit entre État et État, mais que ça soit un État contre une population, par exemple, ou ça soit un État qui fomente. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé à Alep en Syrie, où on sait que derrière ces attaques, il y a les renseignements, il y a les services de renseignement français, il y a les Anglais. On pourrait très bien aussi proscrire ceci. Alors voilà. Donc donc le dernier slide, Soteros, c'est l'ancien, voilà, c'est l'avant-dernier slide, c'est l'ambassadeur suisse Georges Martin, qui rappelle que c'est extrêmement courageux d'être neutre. Et on finit avec le message du Conseil fédéral qui a décidé de tuer le débat, entre guillemets, qui propose de rejeter l'initiative sur la neutralité sans lui opposer un contre-projet. Voilà, cher Nicolas. Merci beaucoup François, merci pour cette présentation, cette conférence qui a été donc refaite avec donc ce mot de la fin où on risque de suivre durant les prochains mois ce débat sur la neutralité. Je rappelle, chers spectateurs, chers auditeurs, gens qui regardent et qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne toutes les conférences données au Cercle Rousseau, mais également données à nos amis de la Nouvelle Société Helvétique de Genève, notamment qui organise également des conférences à Genève et dont nous avons décidé d'héberger bénévolement et on va dire amicalement leurs vidéos afin qu'elles soient disponibles, que ce soit des vidéos, donc des conférences, des replays audio ou simplement voilà, filmés en entier avec la caméra et l'image et le son et tout et tout. Vous pouvez les retrouver également sur cette chaîne. François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de refaire cette présentation. Tu es bien évidemment le bienvenu quand tu veux au Cercle Rousseau. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'année, des belles fêtes de fin d'année, une belle nouvelle année 2025, parce qu'on n'aura pas l'occasion de se revoir, en tout cas pas sur cette chaîne. Et on se réjouit de vous recevoir en 2025 au Cercle Rousseau, où on aura et également à la Nouvelle Société Helvétique de Genève, où on a des programmes pas piqués des hannetons, comme on dit, et qui seront tout à fait, je pense, à même de vous plaire, en tout cas de plaire à l'audience, que ce soit pour les gens qui se rendent sur place, ou les gens qui sont comme vous et regardent la vidéo. François Mélan, merci beaucoup. Merci Nicolas. Bonne fête.